je voudrais juste à mon tour vous remercier d'être là très sincèrement du fond du cœur, parce que partager cette passion avec vous tous, c'est très encourageant et je suis sûr que ça va créer des liens durables entre nous tous pour continuer à se battre ensemble pour le patrimoine rural. En tout cas, 1 million de merci. Je complète mes remerciements par ceux qui sont dus à l'équipe d'organisation, l'équipe technique, l'équipe de réalisation. D'abord Thibaut Santerre, qui est ici, directeur de notre association. Alors Isabelle, qui vous servait le café et qui a préparé beaucoup de choses. Mathéo du service civique, qui a aussi beaucoup contribué à la préparation. Et Carole Tonneau, qui est consultante, mais qui n'a pas épargné son temps pour nous aider à préparer cette réunion, à la fois dans son contenu, dans sa logistique. Merci Carole. Donc simplement, pour faire court, je vais vous rappeler un peu les objectifs de la journée et son déroulement. D'abord, cette journée, c'est une journée de rencontres et d'échanges. D'abord et avant tout. Peut-être plus important encore que le travail que nous allons faire. Le mot forum doit prendre tout son sens. L'Inforum à Rome, c'est un lieu où l'on va, où l'on vient, on se rencontre, on échange, donne les dernières nouvelles, on monte des projets ensemble. Donc nous devons vivre cette journée comme un forum et on va se croiser, s'échanger. On aura des temps d'échange dans la salle, mais aussi au déjeuner, et aussi ce soir, il y a un pot à la fin, et il faudra être là pour continuer à réseauter, à prendre des rendez-vous, et à faire en sorte que les liens qu'on a créés dans la journée soient pérennes. Mais déjà, je voulais dire que dans la préparation de cet événement, on a pu, avec ce comité d'organisation, créer des liens qui sont amicaux, qui sont durables, qui sont productifs. On les a déjà cités, Alain les a cités, je ne vais pas le refaire, mais déjà c'était enthousiasmant de créer ces liens entre nous avec les différentes fondations et associations dans la préparation de ce... J'espère que ça va s'étendre en tasse d'huile et que nous tous ici, nous aurons créé ces liens à la fin de la journée. Quelqu'un m'a dit, ce forum sera un succès si à la fin de la journée, chacun s'appelle par son prénom, et même qu'on se tutoie. Alors, on va essayer, c'est pas facile, il faut le faire avec délicatesse, mais voilà, nous sommes dans le même combat, la même histoire, et il faut que l'on crée ces liens entre nous. Alors, notre combat commun, c'est effectivement, Alain l'a dit, c'est de contribuer à la sauvegarde et à la valorisation de ce patrimoine rural. Ça veut dire l'identifier, ce patrimoine, ça veut dire le sauvegarder avant qu'il ne soit trop tard, c'est le valoriser pour contribuer à l'identité et au développement de nos territoires. Et ça va être un des thèmes de table ronde, en quoi le patrimoine contribue à la valorisation de nos territoires. Mais je voudrais faire une petite précision. Donc on parle aujourd'hui de patrimoine rural, c'est le patrimoine modeste, local, non protégé. Le patrimoine classé, vous le savez, relève d'autres logiques. De même, la sauvegarde des églises, qui sont des bâtiments ruraux mais publics, donc ils relèvent quand même d'une autre logique. On ne va pas beaucoup en parler. Néanmoins, on va faire une autre exception parce qu'on va avoir le témoignage de personnes qui s'occupent de patrimoine protégé. Et si on va en parler, c'est le fait de l'exemplarité de la démarche que les porteurs de projets mènent, des démarches personnelles, associatives. Je pense par exemple aux représentants de l'association du château d'Esquelbec, Jean et Gwen ici présents. Voilà, alors nos mots d'ordre, c'est simplicité de nos échanges, c'est la gaieté. On est par une belle journée, partager une passion commune, soyons gais. C'est l'empathie entre nous et c'est l'optimisme. Malgré les menaces qu'il y a sur le patrimoine, on va y arriver. Voilà, alors maintenant, je vais vous rappeler un peu les différents moments de la journée de travail.
est-ce que cette journée de travail va être aussi une vraie journée de construction commune? De table ronde en atelier, nous allons identifier les enjeux et les pistes communes pour mieux valoriser notre patrimoine. D'ailleurs, les annales de nos travaux seront publiées grâce au support des étudiants en master de valorisation numérique du patrimoine qui sont ici présents, qui vont filmer, qui pourront nous aider à mettre en ligne nos travaux et qui vont d'ailleurs intervenir pour expliquer ce qu'ils font dans ce master et en quoi la valorisation numérique du patrimoine est un atout pour mieux compléter notre connaissance de ce patrimoine. Alors on a un programme qui est riche, qui est dense, peut-être un peu trop ambitieux. Il y a tant de sujets. Mais nous n'en ferons pas le tour en une seule journée, mais nous allons les aborder, nous allons ouvrir les dossiers et nous créerons d'autres occasions pour les approfondir. Alors c'est une journée bien sûr qui doit être interactive, il y aura beaucoup de temps d'échange, la parole doit être distribuée, doit être simple et libre, vous pourrez donc à chaque moment intervenir et proposer vos idées, vos enjeux. Alors nous allons commencer donc en principe à 10h, on doit y être à peu près, on l'a dépassé. À 10h par une première table ronde qui s'appelle « Le patrimoine rural bâti, pourquoi faire pour faire quoi ?» Alors pourquoi faire, c'est pourquoi est-ce si important de sauvegarder notre patrimoine. Ça me paraît évident, mais c'est peut-être plus large que ça, et il y a une dimension non seulement de passé, mais d'avenir qu'on y introduit. Deuxième partie de cette table ronde, pour faire quoi? Pour faire quoi, c'est dans ce patrimoine rural, pour le sauvegarder, pour le valoriser, quel projet peut-on y mener? Et la clé d'un projet, d'avoir identifié un projet, de le bâtir, c'est la voie du succès dans la sauvegarde. Et Gilles Alglave nous en parlera beaucoup. Ensuite, à l'issue de cette table ronde, donc, nous aurons ce qu'on appelle la scène ouverte que Carole va mener. C'est des témoignages que vous allez présenter les uns et les autres sur ce que vous faites, des temps très courts. C'est plutôt destiné à vous présenter à l'Assemblée et ensuite à nouer des contacts entre vous. Ça terminera la matinée. Nous aurons le déjeuner qui se passera à l'Estaminet, un repas régional, et on va pouvoir manger dehors et ça sera aussi le temps d'échange, bien entendu. À 2h, nous reprendrons ici dans la salle et Thibaut nous fera une présentation de notre action ici au musée de plein air, en prenant des exemples de bâtiments que nous avons reconstruits ou que nous allons reconstruire prochainement. Et nous positionnerons donc le musée de plein air comme une des solutions pour contribuer à la sauvegarde du patrimoine, évidemment à côté des préservations in situ qui sont toujours bien sûr à encourager. Nous aborderons ensuite les ateliers. 3 ateliers de travail sur lesquels je crois que vous êtes préinscrits. Tout le monde est inscrit. 3 ateliers. Un atelier qui s'appelle l'inventaire. Est-ce que nous avons les outils suffisants pour identifier à temps le petit patrimoine rural avant qu'il ne soit trop tard? C'est Bruno Carpentier qui animera cet atelier. Atelier financement animé par Philippe Romiac. Atelier financement. Est-ce qu'il y a suffisamment d'argent pour tous les besoins identifiés? Comment allons-nous chercher l'argent? Et un troisième atelier qui s'appelle savoir-faire, matériaux, mise en œuvre, donc qui va être animé par Patrick M et Christophe Rouvre du CAIE, donc échange sur les bonnes pratiques pour bien rénover le patrimoine. Enfin, nous terminerons, nous nous retrouverons ici pour une courte restitution et nous aurons un temps d'échange sur comment prolonger cette journée. Qu'est-ce que nous voulons faire ensemble pour pérenniser les liens que nous aurons créés?
qu'est-ce qu'il faut faire ensemble pour que, grâce à une synergie entre nous, le patrimoine rural soit mieux considéré dans les politiques publiques et bénéficie des moyens d'action suffisants. Voilà, et puis il y aura in fine ce pot dont je parlais tout à l'heure, qui doit compléter notre connaissance réciproque. Voilà, eh bien je vais passer la parole donc maintenant à Benoît Poncet qui anime cette première matinée. Il va appeler ses intervenants. Et voilà, je vous remercie beaucoup. Merci Bernard. Merci à l'association Monique Teneur. Donc on peut rendre hommage à Monique qui a créé cette association dans les années 80-83, je pense. Donc on n'est pas loin d'un anniversaire, les 40 ans. Mais c'est quand même incroyable de penser qu'il a fallu attendre tout ce temps. Vous, passionnés du patrimoine, je peux parler des CIE, loi de 77. D'autres, je discutais avec Gilles qui me parlait de son engagement depuis ces années-là. Et donc effectivement, d'attendre tout ce temps pour que dans cette région, il y ait le premier forum. Donc merci à Bernard de l'initiative. Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, en invitant tout de suite dans cette première table ronde. Alors je vais tous les inviter, comme ça on évitera les allées et venues. Je vais inviter Gilles Algave, président de Maison Paysanne de France. Merci Gilles de nous rejoindre, tu nous feras une présentation. Félix Boutu pour Isarouk. Merci président. Il n'est pas là. Alors, c'est Salomé. Salomé, si tu veux bien nous rejoindre. Raphaël Coipel, dont on a parlé, qui est chargé de mission préservation et valorisation du patrimoine pour la région des Hauts-de-France. Et dans un deuxième temps, mais je vais l'appeler tout de suite, comme ça elle sera aussi parmi nous, Zineb Majdouli, qui est maître de conférence à l'Université catholique de Lille, et je pense que c'est grâce à elle qu'il y a des étudiants qui donnent le coup de main, et on les salue bien évidemment. Alors asseyez-vous, on va enchaîner des présentations, et vous pourrez vous tourner parce qu'il y aura des choses présentées à l'écran, mais peut-être... oui, le sol est peut-être un peu meuble, et évitez de vous enfoncer. Peut-être donner quelques points de repère, parce que dans le petit comité d'organisation qui s'est réuni, on a insisté pour se dire c'est pas une réunion d'anciens. Il faut à tout prix que le patrimoine nous parle d'aujourd'hui et surtout de demain. Et je voulais juste, avant de distribuer la parole, au nom des CIE des Hauts-de-France, je salue les collègues qui sont dans la salle, vous dire tout l'intérêt qu'il y a dans notre société d'aujourd'hui à continuer à faire vivre le patrimoine et à le faire parler. Ce n'est pas qu'une histoire de vieilles pierres qui ne parle qu'aux anciens, on a un enjeu considérable. Alors Gilles nous en parlera, à mon avis, de manière très explicite, mais je vous donne quelques points de repère, parce que les CIE, nous on est en contact avec les élus, il y a des élus dans la salle. Je salue le maire d'Anor qui est venu du bout de l'Avesnois, du bout du département, pour venir jusqu'à nous. Merci Luc d'être là. Alors ce contexte, il est quand même incroyable. Vous n'en avez peut-être pas conscience, mais se sont succédés un certain nombre de lois. La loi paysage, qui permet... Alors, toutes ces lois ne sont pas des lois qui vont obliger, mais qui vont inciter. La loi paysage qui va permettre de construire les documents d'urbanisme à partir de la lecture du paysage. Et on sait qu'effectivement, et on le voit dans ce très beau musée de plein air, qu'en permanence, le bâti est en relation avec son environnement, même si ici, il est déconnecté ou décorrélé quelque peu de son site initial. Un autre élément important, c'est les lois SRU, donc sur l'urbanisme, qui vont intéresser les élus à la participation des habitants. Et participation pour faire projet. On pense en France que tout est règle, tout est loi. Non, non. Les documents d'urbanisme sont des outils de projet. Et nous devons, les élus, doivent rendre compte du projet qu'ils portent. C'est ce qu'on appelle les projets d'aménagement et de développement durable. Donc l'argumentaire est essentiel pour les élus pour être en situation de dialogue avec les habitants. Donc vous me voyez venir sur la question du patrimoine qui peut nous être utile par rapport à tout ça. Et puis dans cette métropole, qui est un merveilleux exemple, mais on en reparlera, a été intégrée une dimension que nous permet la loi. Alors, les Français, c'est très fort sur les sigles, des IPAP et des IPEN, des OAP. Alors je vous décode pour vous. Les IPAP,
inventaire du patrimoine architectural et paysager. Je ne sais pas si vous le savez, mais sur l'ensemble des communes de la Melle, le PLUI, donc ce qui organise toute la lecture du territoire, s'appuie sur un inventaire du patrimoine architectural et paysager pour chaque commune. Donc si on est attentif et qu'on regarde chacune de vos associations, vous êtes en mesure d'être apporteur d'affaires, entre guillemets, ou éveilleur d'intérêt par rapport à ça. Les OAP, on va parler là d'organisation et de programmation de l'aménagement qui vont permettre à un moment donné de mettre en place pour les promoteurs des perspectives en disant attention, là il faudra être attentif à tel alignement, là il faudra être attentif à telle lisière de bois, etc. Donc tous ces dispositifs sont aujourd'hui au service d'un urbanisme de projet pour faire société. Et pour faire société, alors pas la peine de parler de la guerre d'Ukraine, mais on a bien évidemment sur le patrimoine rural et particulièrement sur le vernaculaire, toute la relation à la ressource, ce qui est un enjeu, bien évidemment, de notre société d'aujourd'hui, qu'on redécouvre simplement aujourd'hui. Au lieu de rajouter des couches techniques, nous sommes aujourd'hui invités à observer le plus directement possible nos environnements et à comprendre le bon sens, et vous êtes tous porteurs de bon sens, parce que vous avez tous repéré dans la variété des patrimoines que vous protégez, cette relation particulière de l'homme à l'environnement dans lequel le moindre matériau, le moindre détail, la manière dont on fait couler l'eau, d'une toiture jusqu'au sol, jusqu'au ruisseau, jusqu'à la becque, nous donne le sens dans lequel nous construisons l'organisation de nos sols. Et je termine pour faire court de cette introduction, parce que alors là vous n'allez pas en revenir. Ça se passe toujours l'été, hein. 24 août 2021, la loi climat. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Indication, zéro artificialisation nette pour 2050 en France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en France, nous n'aurons plus la possibilité d'utiliser 1 mètre carré de sol de nature pour pouvoir construire. En 2050, la loi est passée. L'objectif à 2030, c'est 50% de cette réalité-là. Ça veut dire que, si vous comprenez bien, et les élus le savent, hein, aujourd'hui, et notre préfet, Georges-François Leclerc, je peux vous dire, parce qu'on est présent dans de nombreuses commissions, il attaque au tribunal ceux qui font 1 mètre carré de plus sur de la terre qui n'est pas artificialisée. Donc, vous imaginez l'enjeu. Ça veut dire que quelque part, on va devoir apprendre à regarder définitivement ce dont nous disposons. Et voilà, je passe la parole tout de suite à nos intervenants. Donc, dans le diaporama, il y a un petit ordre, je pense, qui est prévu. Donc, on passe, je te laisse, c'est Gilles. Alors, c'était en deuxième partie. Donc, Gilles est en deuxième partie avec, je reprends parce que comme on a bougé beaucoup de choses. Donc, y a-t-il des diaporamas qui sont dans l'enfilade? C'est juste pour s'assurer. D'accord, très bien. Non, parce que j'avais plus en tête effectivement de ce qui était. Sur ce que tu as dit. Très bien. Donc, on sait que Gilles aura un diaporama qu'on va passer dans la deuxième partie. Alors, par rapport à ce que je viens de dire, est-ce que vous étiez les uns et les autres conscients véritablement de ce moment particulier, premier forum, et un enjeu de société que je vous aide à formuler, peut-être au niveau de l'institution régionale, est-ce que la notion d'inventaire ou de regard sur ce patrimoine prend cette actualité-là en route? Oui, alors il faudrait interroger ma collègue qui est au service de l'inventaire du patrimoine à la région, pour rappeler que c'est une compétence obligatoire et avec qui on travaille en étroite collaboration, notamment dans la sélection des édifices qu'on souhaite accompagner en termes de restauration. C'est un travail qu'on est en train de mettre en œuvre, puisque jusqu'alors ça n'existait pas véritablement. Et du coup, on rapproche les services dans une optique de meilleure connaissance du territoire et du patrimoine régional. La région dispose, alors peut-être que je vais pas m'étendre sur les dispositifs financiers de la région, mais qui ne sont pas que financiers, puisqu'on a un pouvoir, on a en tout cas une enveloppe dédiée qui est relativement importante.
avec 2 dispositifs pour le patrimoine protégé et non protégé. Et de ces dernières années, suite à la faveur de la fusion des régions, les conseillers régionaux ont souhaité intensifier l'aide vers le patrimoine rural et en particulier le non protégé. Puis, très rapidement, en fait, dans les bilans qu'on a fait, sur les 6 dernières années, on s'est aperçu que même pour le protéger, finalement, l'aide part plutôt vers des petites communes qui ont besoin d'un accompagnement beaucoup plus fort. Et à partir de là aussi, un certain nombre de questions se sont posées, puisqu'on parlait de ça tout à l'heure, notamment puisque tout le monde parle de patrimoine rural. Maintenant, nous, on se demande finalement qu'est-ce que c'est que le patrimoine rural et comment on doit le définir et ce à quoi il fait référence. Puisqu'on fait rentrer beaucoup de choses dans la thématique, des églises, des mairies, des longères, voilà. Donc ce sont des composantes évidemment absolument essentielles, mais pour lesquelles la région est en train de travailler pour recentrer son action, en fait, très clairement, puisque la plupart des dossiers, alors notamment publics, c'est 99% de l'enveloppe dédiée part vers la restauration d'églises. Voilà, donc c'est quand même symptomatique de quelque chose, mais les églises ne sont pas le seul élément bâti du territoire et on essaye d'ouvrir, d'élargir autrement en fait l'action de la région vers le territoire. Peut-être Gilles, vas-y. Oui, moi je voulais rebondir sur ce que tu as noté tout à l'heure dans les objectifs de la loi climat résilience, le fameux ZAN, zéro artificialisation nette, qui peut être considéré comme quelque chose d'indispensable aujourd'hui, économie du terrain qui normalement doit servir à l'activité agricole, mais qui a aussi des effets pervers, puisque si on regarde cette loi dans son détail, on s'aperçoit que la catégorie de patrimoine qui nous intéresse, qu'on appelle petit patrimoine, j'aime pas le mot petit, qu'on appelle aussi vernaculaire, qu'on appelle patrimoine rural aussi d'une autre façon, n'est absolument pas identifiée comme une spécificité à traiter à part entière dans la loi en question. C'est-à-dire qu'on met tout dans la catégorie des passoires thermiques. Et ça, vous avez entendu parler de la catégorie des passoires thermiques. On nous rebat les oreilles de ces passoires thermiques qui sont le bâti de la reconstruction, le bâti des 30 Glorieuses, comme on dit encore. Et on oublie qu'il y a une date qui est importante, puisqu'elle est actée dans les statistiques de l'INSEE, qui est 1948. Il y a un avant et un après. Et le patrimoine qui nous intéresse, nous, patrimoine rural, il se situe avant 1948. Voilà. Et on verra tout à l'heure dans le détail du petit PowerPoint que j'ai préparé, qu'il y a eu un abandon entre les 2 guerres, progressif, de ces traditions, de ces savoir-faire, de ces métiers, qui ont concouru à la matérialité que nous voulons défendre aujourd'hui, nous voulons transmettre aux générations qui viendront, et qui est en grand danger, justement, parce qu'on n'en parle pas, parce qu'on n'éduque pas sur ces spécificités, et surtout parce qu'on ne transmet pas les savoir-faire qui sont nécessaires aussi à l'entretien de ces bâtiments. On a parlé de l'argent tout à l'heure, c'est important. C'est pas le plus important aujourd'hui, on sait qu'on peut le trouver l'argent, et on a bien vu avec le drame de Notre-Dame que ça dépassait même les frontières de notre pays. Le patrimoine est une cause qui réunit. Donc c'est pas tellement le problème majeur, on trouve toujours des solutions. Le problème, par contre, le plus important, parce qu'on ne forme pas des spécialistes en un jour, c'est de former au métier de la restauration de ces éléments de bâti, qui supposent des connaissances, des expertises, qui supposent aussi des études scientifiques qui ne sont pas menées en nombre suffisant aujourd'hui pour connaître les logiques très subtiles de ces matériaux très sensibles à l'humidité. Voilà. Je me permets de t'interrompre, Gilles. Donc, on va essayer de poursuivre parce que, en donnant la parole à la région, ce qui est aussi intéressant, c'est de comprendre que nous avions l'État qui parlait du grand patrimoine, et puis à un moment donné, les lois de décentralisation ont fait que la compétence inventaire est partie à la région. Pas tout l'inventaire, au sens du grand patrimoine et de sa conservation, parce qu'effectivement, il reste la conservation du patrimoine au sein des services de la DRAC. Donc on peut comprendre là qu'il y a aussi une distinction qui se fait, mais dans laquelle on voit que la décentralisation, donc le dialogue que la région va avoir avec le terrain, va devenir quelque chose d'essentiel dans les années à venir. Il n'est pas encore bien conscient que c'est à cette échelle-là et cette relation-là que les choses vont se mettre en place. Je donne un autre point de repère tout de suite, important. La France règle avec l'Europe toutes les grandes directives, puis à un moment donné, il faut les appliquer. Et le choix, c'est de les appliquer au niveau régional. Donc, les grands enjeux climatiques ou de gestion de l'eau, par exemple, on va prendre des choses très précises qui vont parler du patrimoine rural,
vont descendre comme ça, et c'est la région qui va avoir compétence. À travers quoi? À travers des schémas régionaux d'aménagement du territoire. Et là, c'est pareil. On a un territoire dans les Hauts-de-France qui peut paraître assez incroyable, parce que, je veux dire, il n'y a pas grand-chose à y voir, puis en fin de compte, il y a tellement de choses qui s'y sont passées, que tout est à décoder au niveau de ces inventaires précis. Donc je pense qu'effectivement, on aura attention à regarder, et peut-être que tu pourras nous en dire deux mots, sur les objectifs de mise en relation interservices et de relation entre la région et les intercommunalités. Tu peux nous donner un petit éclairage là-dessus? Oui, bien sûr. Peut-être apporter... depuis la fusion des régions, en réalité, bon, alors l'inventaire est une compétence obligatoire des régions depuis la décentralisation. En revanche, en matière de restauration du patrimoine, jusqu'à la fusion des régions, c'était une politique volontaire, voilà, que la région a souhaité mettre en œuvre. Et depuis la fusion, c'est une compétence partagée. Mais la région n'est pas chef de file. Donc ça peut paraître un peu curieux comme ça, c'est-à-dire qu'en fait on peut financer, on peut impulser, mais on ne peut pas décider. Donc c'est partagé entre l'État, le département et puis les collectivités locales en termes d'action. Donc c'est vraiment important, puisque nous, on peut développer des choses dans nos politiques, mais pour autant, on ne peut pas forcément les imposer. Il y a toujours une concertation avec l'ensemble des collectivités sur cette dynamique-là. Donc c'est intéressant, parce que ça veut dire qu'on a le regard de l'ensemble des acteurs du territoire en termes de collectivité. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, il y a des rapprochements interservices entre les directions, puisque la restauration du patrimoine, là, je ne vous parle pour l'instant que des dispositifs qui sont spécifiquement dédiés à la restauration, mais en réalité, des politiques de la région qui touchent à la restauration du patrimoine, rural ou non d'ailleurs, sont extrêmement nombreuses. Hein. Les régions sont autorités de gestion en matière de fonds européens, par exemple, dans lesquels on a des axes de développement avec une dimension sociale sur ce bâti-là. On a aussi les politiques d'aménagement du territoire aussi qui impactent forcément, et en particulier le patrimoine rural, puisque avec en tout cas l'exécutif qu'on a, il y a une volonté véritablement de s'orienter vers les plus petites communes et de les accompagner dans leurs diverses politiques. Le tourisme aussi, donc vous voyez que c'est extrêmement riche au sein des régions. On a quand même des possibilités de financement et d'accompagnement extrêmement importantes. Alors Raphaël, tu me disais, quand on s'est présenté tout à l'heure en début de journée, qu'effectivement vos propres services, qui étaient d'un côté le patrimoine, de l'autre côté les politiques de valorisation, sont en train de converger. C'est une bonne chose, et que demain, d'autres points de convergence existeront. Tu parles du tourisme ou tu parles d'autres éléments. Je voudrais me tourner, alors excuse-moi parce que je n'ai pas retenu, c'est Salomé. Ouais. Salomé, donc tu représentes l'association Iserouk. Qui ne connaît pas l'association Iserouk? Quand même, énorme boulot sur le territoire de la Flandre, énorme notoriété aussi. Vous êtes un interlocuteur identifié depuis très très longtemps. Est-ce que comment la population et les élus vous regardent? Est-ce qu'on a peur de vous? Est-ce qu'on s'appuie sur vous? Est-ce qu'une association aussi ancrée que la vôtre a en ce moment-ci, parce que si on parle bien de ce moment où les enjeux de société sont importants, un réveil ou un éveil, quelle sensation a cette association? Est-ce que tu peux témoigner un peu de ces relations avec les communes, les intercommunalités, la manière d'engager ce dialogue? Alors, bonjour à toutes et à tous. Je tiens à préciser que je ne savais pas que j'interviendrais ce matin. Mais tu le fais très bien déjà. Donc, au moins, j'ai pas eu le stress. Je travaille à l'association Iserouk depuis 2019. Donc, bon, je remplace Félix Boutu, le président, qui aurait certainement mieux exposé les enjeux que moi. Je sais qu'on travaille avec vous, en tout cas Félix Boutu représente l'association auprès de la région. Au niveau des contacts avec les communes, on a des très bons contacts. Vous l'avez dit, l'association Iserouk, elle est connue au niveau de notre territoire qui est la Flandre. Alors, ça va être la communauté de communes des Hauts-de-Flandre et celle de Flandre intérieure particulièrement. C'est une association qui date de 1989, donc on a eu le temps de bien s'ancrer et de se faire reconnaître aussi. Donc je pense qu'il y a quand même un bon contact avec ces communautés de communes, avec ces communes également auprès des maires qu'on rencontre régulièrement et qui font régulièrement appel à nous quand même. Nous, on travaille surtout après sur de la restauration et de la construction de bâtis anciens. Donc nous, ça va être plus particulièrement sur le petit patrimoine. Moi, c'est un mot que j'apprécie parce que je trouve que les gens comprennent plus facilement ce que c'est. Et pour moi, le petit patrimoine n'englobe pas, par exemple, donc les châteaux, les églises,
Ça va être vraiment le petit patrimoine qui n'est pas reconnu, qui ne bénéficie pas peut-être au même titre que les grandes structures, les grands bâtis d'une reconnaissance, peut-être parce qu'on les voit trop et peut-être parce qu'on ne se rend pas compte que c'est du patrimoine aussi. Donc ça va de la petite maison, du four à pain, le chartil, on en voit énormément d'exemples ici. Donc je pense qu'on est plus acteur à un petit niveau, mais qui a son importance quand même. Dans cette importance que vous avez, vous réussissez à relier le bâti au paysage, le bâti à des savoir-faire. Comment vous pouvez illustrer un peu cette relation ? Parce que le patrimoine, c'est un jeu de la relation, en fin de compte. Bernard nous le disait, il fallait que cette journée soit ce jeu de la relation. Et moi, je cherche dans cette table ronde introductive à vous titiller un peu pour savoir où sont vos enjeux. Est-ce que ça marche ou pas ? Est-ce que vous réussissez à rentrer ? J'ai évoqué les plans de paysage, des choses comme celle-là. Alors l'association Iserouk, elle travaille non seulement sur le bâti, mais aussi sur l'environnement. Donc oui, il y a un vrai lien qu'on met en place entre le bâti et son environnement. La culture aussi autour de cet environnement, je pense au plessage notamment des haies. L'association a commencé comme ça d'ailleurs, en 1989, elle a surtout mis en place et planté des haies au moment de la construction de la 25 et des voies ferrées, elle a énormément planté. Donc oui, il y a un vrai intérêt entre le lien environnement et bâti qui n'est jamais oublié en tout cas par l'association. Je sais qu'on fait énormément appel à nous pour non seulement replanter, reboiser, et aussi énormément d'informations là-dessus, ça c'est important. Et là-dessus, vous faites aider, financer localement, ou vous allez chercher d'autres appuis, on en reparlera cet après-midi dans la table ronde spécifique, mais c'est juste pour montrer comment à un moment donné, le patrimoine peut éveiller toute une chaîne de relations et d'intérêts. Alors, je ne suis pas la mieux placée pour vous en parler, je sais qu'il y a énormément de demandes de subventions, qui viennent des communes, qui viennent des communautés de communes, qui viennent aussi de la région et du département également, il me semble aussi. Est-ce que je peux... Non, c'est très bien. On vous croise pas mal sur le terrain, donc on vous connaît. On sait aussi, par exemple, que vous êtes un superbe lien avec nos voisins belges de la province de Flandre occidentale. On travaille sur cette idée aussi d'avoir des repères partagés au sens culturel. C'est un mot que j'aimerais bien introduire et peut-être questionner du coup Zineb Majdouli, maître de conférence à l'Université catholique de Lille. Par rapport à tout ce propos introductif, comment vous auriez envie de réagir sur l'enjeu de société qu'on ouvre ici? Parce que si on veut vraiment que la journée nous soit utile, il faut vraiment que, même cet après-midi, sur les financements, sur la manière dont on peut faire les choses, est-ce qu'il y a des angles neufs sur lesquels vous avez envie de nous encourager? Absolument. Merci beaucoup, merci de nous avoir invités. Je salue Philippe qui est juste là, qui est le co-responsable pédagogique du master et les étudiants qui sont là, qui sont ravis, et nous sommes ravis d'être là avec vous pour cette journée. Oui, effectivement, la question culturelle, c'était un petit peu l'enjeu de mon intervention ici, surtout l'idée de patrimoine vivant. Dans le sens où en fait on peut justement utiliser cette notion de patrimoine vivant, de ce qu'on appelle le patrimoine culturel immatériel, pour mieux mettre en avant les enjeux du bâti. C'est-à-dire qu'en fait mais bien sûr le bâti représente effectivement, mais plutôt utiliser cet enjeu de patrimoine vivant, de culture, de savoir-faire, de tradition populaire, pour à la fois mobiliser des gens, créer une participation, mais aussi mobiliser les collectivités territoriales et les institutions publiques, dans le sens où, c'était le propos que j'allais tenir tout à l'heure, où en 2023, c'est les 20 ans de la Convention mondiale de l'UNESCO du patrimoine immatériel. Et il y a aujourd'hui une mission d'information qui est mise en place par le ministère de la Culture pour faire un bilan. Donc à la fois, il s'agirait peut-être de se saisir de cet anniversaire, puisqu'il y a véritablement ici à nouveau des financements possibles, etc. À partir du moment où on met en place des démarches, des dispositifs qui engagent des gens pour participer autour du bâti à valoriser aussi des savoir-faire. Dans ces savoir-faire, on a parlé
de l'intérêt de ce patrimoine rural dans la proximité au sol. Je m'attache beaucoup à cette question du sol, cette idée de la matérialité et de l'identité que représente la ressource, ce lien de l'homme à la ressource. Est-ce que c'est des choses qui vous semblent aujourd'hui modernes, entre guillemets, en tout cas des concepts à réveiller? Bien, c'est-à-dire qu'en fait, malgré tous les efforts qui ont été faits par l'UNESCO et par toutes les démarches qui ont été mises en place pour valoriser ce patrimoine immatériel, intangible, eh bien, en fait, il reste plutôt inconnu. Et en particulier ici, quand on pense par exemple que en Bretagne, par exemple, vous avez 80, à l'inventaire justement du patrimoine immatériel, cette fois, il y a 98 traditions ou pratiques qui sont répertoriées. Dans les Hauts-de-France, il n'y en a que 30. Et je pense qu'il y a des choses à faire. Vous pouvez donner un exemple de pratique? Qu'est-ce qu'on met derrière cette nomenclature? Alors, j'allais en parler, c'était le propos après, mais effectivement, c'est les danses, les musiques, la danse, la musique et les savoir-faire dont vous avez parlé à l'instant, que je connais peu, je vous prie de m'en excuser, mais voilà, les savoir-faire qui, en plus, pour faire le lien avec ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport à la question du climat, peuvent s'adosser à des enjeux écologiques. C'est-à-dire des savoir-faire qui seraient en respect du climat, en respect, c'est-à-dire qui vont encourager plutôt des pratiques vertueuses, qui vont vers qui vont préserver, sauvegarder aussi la nature ou éviter certaines pollutions, etc. Donc du coup, oui, je pense qu'il y a vraiment un chantier ici dans les Hauts-de-France qui me semble vraiment sous-exploité et sur lequel le patrimoine rural pourrait s'adosser. Je vais donner peut-être, parce qu'en arrivant ici, j'ai eu un éclairage comme ça de choses qui sont passées dans la semaine où j'étais sur des rencontres avec des spécialistes de la gestion technique de l'eau et de l'infiltration. Alors, incroyable, parce que dans nos documents d'urbanisme, on nous dit qu'il faut infiltrer à la parcelle. Alors, il se trouve qu'en ce moment, personnellement, excusez-moi de faire un petit aparté perso, je suis en train de faire une extension sur la future maison que j'ai acquise. Et on me dit, il faut infiltrer la parcelle. Je vais faire des sondages, je suis obligé. De l'argile, de l'argile, de l'argile, de l'argile, de l'argile. Comment vous voulez infiltrer dans de l'argile? Et je suis obligé de faire un puits pour remettre l'eau de la toiture. Et en arrivant ici, je me dis, ah ouais, ok, la petite toiture là, on a vu ça ensemble, de Quilhem, qui nous montre le coyot, la toiture en chaume, mais le petit coyot